On va de ce pas aller rejoindre notre chroniqueur Vincent Geloso pour jaser d'un autre sujet sensible. Et c'est sûr qu'après avoir parlé du Hamas puis d'Israël et de Gaza, tout semble plus léger. Mais quand même, quand on revient dans nos sujets, personne aime voir des enfants qui mangent pas. Puis là, c'est sûr qu'à partir de ce constat-là, il y a des gens qui réfléchissent à des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que nos petits élèves, nos petits enfants qui sont le futur, vont manger avant d'aller à l'école. Parce qu'apprendre quand t'as pas mangé depuis 2 jours, pas yable, tu sais. Et là, t'as plein de gens qui réfléchissent. Puis là, t'as Québec solidaire qui semble avoir pogné quelque chose. Bon, c'est sûr qu'en partant, moi, ça vient de Québec solidaire. J'ai des doutes. On va aller en jaser avec Vincent Geloso. Le sujet aujourd'hui, Vincent, salut en passant, tu es salué. Salut. Est-ce qu'on devrait payer les repas de tous les élèves? Et là, le QS s'appuie sur un sondage populaire qui nous dit que, je pense, c'est 67 % des Québécois, 54 % des citoyens favorables à l'instauration d'un programme de repas gratuit. Et là, on part avec les Québécois en veulent. Est-ce que c'est une bonne idée, point de vue économique? Écoute, avec plusieurs nuances, je pense qu'on est devant une instance ici une horloge brisée doit avoir au moins raison 2 fois par jour. Et donc, Québec solidaire vient de réussir une de ces 2 fois par jour. C'est rare, ça peut se passer, mais avec beaucoup de nuances parce que si on regarde la littérature empirique, c'est probablement une des choses que pour peu d'argent, tu peux avoir des gros résultats. On a plusieurs études qui sont soit des petites études locales, donc c'est des projets pilotes, ou des trucs plus grands, à plus grande échelle, comme par exemple, on a un grand article sur ce qui s'est passé en Suède, et ça a des effets plus tard dans la vie des gens, que leur revenu plus tard dans leur vie peut augmenter de 1 à 3 % grâce au fait qu'ils performent mieux à l'école, qu'ils poursuivent leurs écoles plus longtemps. Donc, c'est probablement une des mesures les plus efficaces qu'il n'y a pas. Par contre, si Québec solidaire, au lieu de citer un sondage, avait regardé la littérature empirique, peut-être qu'ils ne proposeraient pas ce qu'ils sont en train de proposer dans la forme qu'ils proposent. Moi, ma peur, ma crainte en partant, là, puis je te laisse aller parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire, mais ma crainte en partant, c'est que peut-être que ça a marché dans certains endroits. Il y a peut-être des endroits dans le monde, comme tu dis, puis tu sais, à la base, je suis d'accord. Un enfant qui mange, c'est un enfant qui apprend mieux. Ça, je pense que c'est bien prouvé, là. Pas très révolutionnaire. Non, on est à la base de la réflexion, là. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me fait peur, c'est que l'État québécois va gérer ça. C'est ça qui me fait peur. Écoute, la bonne place à regarder, étrangement, c'est vers les États-Unis où il y a un programme fédéral comme ça qui existe depuis plusieurs années. Et ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, le programme va surtout à aider des gens qui n'en ont pas vraiment besoin. Donc, des gens qui viennent de milieux non favorisés, non défavorisés, des gens qui sont de milieux très, très avantagés, qui bénéficient de ces programmes-là. Généralement, la meilleure manière de faire, c'est de faire un truc ciblé. Donc, si tu vois, c'est quoi la recette idéale, c'est des trucs ciblés, mais aussi qui doit être administré au niveau local. Ça, c'est une chose qui n'est pas très mentionnée quand les gens parlent de ça, mais quand les effets sont les plus probants, c'est dans des endroits où les écoles ont une autonomie administrative, qu'il y a une décentralisation de la gestion, mais aussi où est-ce que les écoles sont un peu en concurrence entre elles. Mais là, ce que tu me déclines, c'est pas le Québec, là, on s'entend. Exactement. Donc, à moins que... c'est une bonne idée, je pense, en soi. Donc, si je me fie à la littérature économique sur le sujet, en termes de juste ratio coût-bénéfice, c'est super plausible que ça soit quelque chose c'est vraiment intéressant de le regarder. Mais les ingrédients pour que ça fonctionne sans être un flop fiscal, c'est dur de croire qu'ils sont là. Ouais. Mais en même temps, donc, ce que tu me dis, c'est que l'idée de généraliser ça, puis même moi, je pense à ma situation. Moi, j'ai 3 enfants. On le sait que les temps sont plus difficiles, là. On parlait d'épicerie, moi puis Pat, pendant la pause, là, puis évidemment que c'est pas ce que c'était, là. Mais moi, je veux pas, Vincent, que l'État paye les repas de mes enfants. Je veux dire, à un moment donné, il y a une certaine fierté parentale. Je suis capable de m'occuper de l'alimentation de mes enfants. J'ai voulu des enfants. Je vais payer pour, je vais m'en occuper. Donc, l'idée de base de dire, pour tous, qu'on fait souvent au Québec, là, donc on applique ça mur à mur, de ce que tu me dis là, c'est pas nécessairement l'idée du siècle.
Non, effectivement. Quand je dis que ça devrait être ciblé, c'est une chose qu'on dit à l'Institut depuis plusieurs années, qu'il y a certaines formes de redistribution qui valent la peine d'être faites, mais il faut que ça soit hyper ciblé, hyper précis. Et ça, ce que manière dont c'est proposé présentement au Québec, c'est pas la version idéale du programme, c'est pas hyper ciblé, c'est pas quelque chose qui est avantagé qui est ciblé vers les moins avantagés de la société. Mais aussi en même temps, puis c'est peut-être le temps de souligner que on est encore dans une instance de pyromanes, pompiers ou médecins schizophrènes ici, où est-ce qu'on essaye de dire, ben d'une part, on va essayer d'aider avec ce programme-là, mais on va pas mentionner toutes les choses qu'on fait qui nuisent aux plus démunis. Donc, le fait que la taxe de vente au Québec, même si la taxe de vente, c'est de toutes les taxes, c'est probablement une des moins pires, elle a quand même un effet régressif et elle tombe disproportionnellement sur les moins avantagés en termes de poids. Donc, le taux est peut-être, en le baissant, tu vas avoir un effet plus positif sur les plus pauvres, mais aussi, et ça, c'est le consensus de tous les partis politiques au Québec, et c'est une grande hypocrisie, la gestion de l'offre. La gestion de l'offre par année, si tu prends, c'est quoi? Tu le regardes dans les ménages les plus pauvres, donc le 20% le plus pauvre de la population, ceux qui devraient bénéficier du programme de lunch scolaire, quand tu les regardes, eux, la gestion de l'offre consomme à peu près 1,5% de leurs revenus, à peu près, quand tu mets ça en termes de dollars par année, pour une famille au complet, on parle de plusieurs centaines de dollars. Donc, et c'est pour un aliment des aliments qui sont particulièrement importants pour les enfants, donc les produits laitiers et la volaille. Et le résultat que tu vois de ça, c'est que tu fais un truc qui est hyper régressif pour les plus pauvres et qui est directement ciblé sur l'alimentation. Donc, je trouve toujours ça un peu ridicule qu'on ait des solutions simples sur la table, d'enlever des mauvaises politiques publiques, alors que là, ce qu'on nous dit, c'est on va ajouter une nouvelle politique publique, puis on va espérer que les conditions idéales pour qu'elle fonctionne vont remédier à tous les problèmes des autres niaiseries qu'on a faites avant. À un moment donné, une politique de dire, on va enlever les mauvaises choses avant, puis après ça, on va voir si on peut être capable d'établir les conditions pour que ça fonctionne. Ça devrait être la bonne conversation, mais je pense que ce que j'ai dit a trop de nuances et de complexité pour ce qui est l'univers politique québécois, donc généralement une barre très, très basse. Et beaucoup, puis moi ici, par expérience, Vincent a parlé de la gestion de l'offre, c'est touché parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont convaincus que c'est la gestion de l'offre qui sauve le fait qu'ici au Québec, on a un modèle d'agriculture à hauteur plus humaine, familiale, et beaucoup de gens sont convaincus que la gestion de l'offre protège ça, incluant quand même, tu sais, Sylvain Charlebois. Non, pas vraiment. Écoute, écoute, moi, je te le dis, là, on en parle souvent. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, mais je sais qu'il va y avoir des grosses réactions, là. Les agriculteurs sont convaincus que ce modèle-là, il faut le garder. Le nombre de fermes au Québec, si tu regardes dans les secteurs sous gestion de l'offre et les secteurs pas sous gestion de l'offre, le nombre de fermes a changé à peu près de la même proportion. Par exemple, les fermes porcines ont baissé à peu près de la même proportion que les fermes laitières ou les fermes de volailles. Il n'y a pas de différence. Ça n'a pas protégé le secteur. Tout ce que ça a fait, c'est que ça a maintenu le secteur à la taille en termes de production au niveau à peu près de 1971, mais il y a plus de Canadiens, donc les prix sont plus élevés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a appauvri plusieurs Canadiens. Ce que je dis tout le temps aux agriculteurs, c'est pour se départir de la gestion de l'offre, ce qu'il faut commencer à penser, c'est pas si on devrait le faire ou non, c'est comment le faire de manière équitable pour eux, pour pas qu'ils se fassent voler une propriété que l'État leur a dit, il faut que tu l'achètes pour avoir le droit de produire. Il faut trouver une manière de sortir de ce carcan-là sans, à toute fin pratique, faire mal aux agriculteurs. Et il y a plusieurs solutions, puis on en parle depuis longtemps à l'Institut, mais sortir de ça, c'est probablement une des meilleures choses qu'on pourrait faire. Écoute, je répète le chiffre. En moyenne, pour tous les Canadiens, la gestion de l'offre coûte 450 $ par année. 450 $ par année, c'est pas négligeable. En fait, c'est assez important pour un truc assez étroit. Là. On parle pas d'une affaire gigantesque. On parle d'une petite portion du marché de l'alimentation, mais au final, ça représente
450 $ par année. Il n'y a personne qui cracherait sur recevoir 450 de plus à la fin de l'année. Là. Non. Je m'excuse, mais c'est une mauvaise politique publique, puis il faut s'en sortir. Et un des effets qu'elle a, pour revenir à notre sujet, c'est que ça crée des problèmes de sécurité alimentaire. Et ceux qui défendent ça doivent accepter le fait que, justement, ils défendent des choses qui augmentent l'insécurité alimentaire. Donc, Québec solidaire qui défend la gestion de l'offre, puis qu'après, qui me parle d'insécurité alimentaire, c'est un peu le pompier puis le pyromane qui essaie de m'expliquer quelque chose. Il y a la hausse dans une main puis les allumettes dans l'autre. Hey, je reviens au sujet d'origine, là, soit nourrir tous les enfants là, dans les écoles. Il n'y a pas les... Tu sais, si on se décide de faire ça, là, nonobstant avec tous les points que tu as dit, donc ça n'arrivera pas, là, mais admettons, on met en place là, l'idée Vincent Gelozo. Mais on n'a pas les allocations familiales qui rentrent aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les baisse? Parce que l'argent qu'on reçoit, là, les chèques aussi, c'est aussi pour payer l'épicerie, non? Écoute, il y a plusieurs choses qu'on essaye de faire au Québec, pas juste les allocations familiales dont tu parles. Et par exemple, on a détaxé certains types d'aliments de la taxe de vente du Québec, donc la TVQ. C'est dur de dire comment est-ce qu'on passe c'est comment est-ce qu'on fait une meilleure réforme à toute fin pratique. Mais quand tu regardes, c'est quoi la direction dans laquelle on devrait aller? La direction, c'est généralement, quand on regarde les études, des programmes qui sont ciblés, qui n'essayent pas de dire aux gens comment ils doivent faire des choses, mais qu'on essaie de faire un transfert cash directement. C'est les plus efficaces. Donc, ça ne nécessite pas des grosses réformes, ça veut juste dire de commencer à est-ce qu'on se met à cibler directement les aides? Est-ce qu'on arrête de dire aux gens comment ils doivent consommer? Est-ce qu'on arrête de jouer avec le fonctionnement du marché? C'est pas particulièrement radical que je dis parce que la manière dont je viens de le dire, tu vas à peu près collecter 90% des économistes qui vont dire que ça fait du sens puis que sur le principe, c'est une bonne chose. Puis après, il va y avoir des désaccords de détails, mais pas de nature. Puis en terminant, Vincent, peut-être aussi dans l'État le plus taxé, le plus imposant d'Amérique du Nord, peut-être aussi essayer de baisser ce niveau de taxes et d'impôts-là, nous laisser un peu d'argent dans nos poches, qu'on achète de l'épicerie, ça ferait bien aussi. Là. Exactement. Mais aussi, il faut quand même souligner que un des aspects de l'insécurité alimentaire, c'est la quantité de revenus disponibles que tu as à la fin du mois. Si tu taxes beaucoup, il va en avoir moins de revenus disponibles. Donc, à un moment donné, il faudrait considérer qu'il y a d'autres manières d'arriver à cet idéal-là, même si, encore une fois, analyse coût-bénéfice, ça a l'air d'être quelque chose que dollar pour dollar, ça peut être très, très bénéfique. Mais il y a d'autres solutions qu'on a qui sont probablement encore plus efficaces. Puis c'est celle dont je parle depuis tantôt, qui nécessite de donner plus de revenus disponibles aux gens que d'essayer de dire on va le faire comme ça. Par contre, c'est dur de faire un slogan avec tout ce que tu viens de dire. C'est plus facile de dire de la bouffe pour tous. Ça, c'est plus winner. Oui, mais la différence. Mais la différence, c'est que moi, j'ai de la substance. Je suis pas député pour l'Assemblée nationale. Merci, Vincent. Vincent Gelozo, professeur au George Mason University et aussi économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Merci, Vincent. C'est un plaisir. Salut, bonne semaine.